Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 12e épisode de cette deuxième saison de Green White Checker, dont on se retrouve quasiment tous les mois, même si on s'est vu il y a peu de temps, lors de l'épisode numéro 11, pour évoquer l'actualité des sports mécaniques. Et l'actualité en ce moment est plutôt dense, avec quelques grandes courses qui ont eu lieu le week-end dernier. On en sort à peine, on a dormi quelques heures quand même depuis dimanche soir. LFB, bonjour, comment vas-tu et comment t'es-tu remis de ce week-end plutôt chargé ? Salut Maxime, salut à tous. Ça va, mais alors effectivement, regarder le dimanche la télévision pendant 10 heures de suite au moins. Puis alors, tu sais que si on est journaliste sportif, comme je l'ai été à une époque avant de me spécialiser dans les sports mécaniques, on ne se refait pas. Quand chez nous en France, il y a Roland Garros, bon, tu jettes aussi un petit coup d'œil sur les matchs. Et ce dimanche, par exemple, tu vois, il y a Nadal qui a bataillé jusqu'au 5e set pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc voilà. Et puis il y avait un Grand Prix moto, j'en parle même pas, puisque donc nous suivons ça. Donc écoute, voilà, c'est le genre de Super Sunday qui peut-être un peu trop, même pour le coup, quand je pense qu'il y avait aussi le Nürburgring les 24 heures, le WTC, c'est fou ça. Mais bon, allez, ça arrive une fois dans l'année, ou quoi qu'il arrive, on va regarder, donc c'était génial, et on a vibré, il y a eu plein de choses, et on va en discuter. On va en discuter, effectivement. Alors tu as évoqué quelques sujets du jour, on va passer notre tour concernant d'autres disciplines qu'on suit habituellement, notamment le BTCC qui avait lieu également ce week-end, mais comprenez-nous, à un moment donné, on n'a pas assez d'écran à la maison. Alors on va parler bien évidemment du Grand Prix de Monaco, avec la victoire surprise de Sergio Pérez, la déception de Charles Leclerc et les stratégies Ferrari. Dans la deuxième partie de l'émission, nous partirons aux États-Unis pour la plus grande course du monde, selon certains. Je suis assez d'accord, en tout cas ce week-end, le spectacle était formidable aux 500 miles d'Indianapolis, et un vainqueur surprise, bien évidemment, Marcus Ericsson. Dans la troisième partie, on fera un petit tour d'horizon de nos disciplines favorites avec un sujet pneumatique et le WTCR qui a annulé ses courses du côté de la Nordschleife, le Supercars avec quelques news avant la prochaine manche. On reparlera du WRC également avec la dernière manche et les Sébastien qui n'ont pas été au rendez-vous, et on conclura bien évidemment avec une petite page sur les 24 heures du Nürburgring, cette course assez atypique. Si tu es prêt LFB, je te propose de lancer les hostilités. C'est parti, rapport. On entame comme à l'habitude la première partie de ce podcast avec la Formule 1. Alors on passera sur le Grand Prix d'Espagne qui a eu lieu il y a peu de temps et qui était tout aussi insipide malgré les travaux effectués sur la piste. Et surtout, on va se reconcentrer sur ce qui s'est passé à Monaco, le déluge, les drapeaux rouges. Jacques X qui commentait pour F1 TV, c'était un moment absolument exceptionnel puisque évidemment avec 1 heure de drapeaux rouges et de retard, je peux vous dire qu'on en a pris des anecdotes et c'était un petit peu le Muppet Show avec Gaëtan Vigneron, tu vois, les deux vieux au balcon. Ah oui, mais super. c'était très agréable et c'était très riche en anecdotes et en philosophie, dirons-nous. Mais le sujet, c'est évidemment la déception chez Ferrari, en tout cas l'énervement de Charles Leclerc qui s'est vu voler, on peut le dire, son Grand Prix de Monaco par une erreur stratégique chez Ferrari. Encore une, c'est pas la première cette année. Alors j'ai vu sur Twitter certains supporters dire on a survécu à 2008, 2010, 2012, 2018, 2019. Est-ce qu'on va survivre à 2022 ? Plus le droit à l'erreur. Charles Leclerc lui-même l'a dit. Qu'en penses-tu avec ce tour d'honneur où c'était plutôt il y avait du grésillement à la radio? Non, mais c'est vrai que chaque année, si ça doit continuer comme ça dans les années à venir, chaque année, la victoire d'un pilote donné, Sergio Pérez cette année, ça, sera aussi importante le fait que Charles Leclerc n'aura pas gagné. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je veux fou, dire, c'est le fait qu'il soit chez lui, monégasque, qu'effectivement il y ait ce rendez-vous qui est si important pour lui, et quand il ne gagne pas, c'est presque aussi important qu'un autre pilote qui gagne. Quoi. Mais il n'a jamais terminé un Grand Prix. C'est son premier Grand Prix terminé en Formule 1. C'est hallucinant cette malchance. C'est fou. Alors c'est un peu inquiétant pour les années à venir justement, parce que ça veut dire que chaque année la pression sera encore plus forte et les attentes encore plus fortes. Ça c'est vrai. Il prend ça peut être la petite tendance de Senna au Brésil, dont on sait que pendant longtemps c'était la malédiction. Là où Prost a gagné tout de suite en France, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, on va souhaiter à Charles d'arriver chaque année un peu sereinement, et puis ça le fera un jour, et l'histoire n'en sera que plus belle. On va dire qu'on l'espère tous, bien sûr. Bon, cela étant, je rappelle qu'il est arrivé à Monaco. Espagne, oui, comme d'habitude, on va passer vite, mais après tout, il y a quand même deux choses à noter qui ont découlé de l'Espagne et qui ont eu leur rôle à jouer. Il y a le fait que justement Charles avait abandonné en Espagne avec un problème mécanique qui devient de plus en plus rare en Formule 1, mais qui effectivement a fait très mal au moral, a fait très mal aux calculatrices évidemment et au comptage de points de Charles Leclerc qui effectivement a marqué un 0 là où Verstappen évidemment a marqué 25 d'un coup. Oui. Et puis il y a eu une petite guéguerre chez Red Bull
avec effectivement un Verstappen qu'on a quand même senti comme souvent un peu plus mis sur orbite pour aller gagner que son coéquipier chez Red Bull, et notamment d'ailleurs en Espagne, puisque le jour de sa première victoire face à Ricciardo, c'était exactement un peu la même chose. Et un Pérez qui là s'est permis de l'ouvrir un petit peu et qui a manifesté un petit peu, en tout cas, sans que ça fasse scandale non plus, mais bon, voilà, il l'a dit qu'il trouvait ça injuste et que peut-être on n'avait pas tout fait pour le faire gagner. Eh bien, comme par hasard, une semaine après, quand à un moment donné, par les positionnements en piste, Sergio se retrouve devant, eh ben, c'est évident que ça va rester comme ça. D'abord parce que, quelque part, il y avait une sorte de petite revanche par rapport peut-être à la semaine d'avant, et que peut-être tout le monde en était conscient. Et puis, on sait que quoi qu'il arrive à Monaco, tu vas pas échanger les positions, c'est impossible. C'est tellement spécifique comme circuit que si tu te retrouves premier, n'importe quelle équipe va signer avec lequel de ses pilotes pour gagner ce Grand Prix, quoi. Bon, donc effectivement, les faits de course ont fait que Pérez s'est retrouvé devant et on a tout de suite senti que ce jour-là, effectivement, la victoire, elle semblait être pour Pérez plus que pour Verstappen et tout le monde a semblé content. Et on vient d'apprendre juste avant de démarrer cet enregistrement, mon cher Maxime, que donc Pérez avait signé pour 2 ans de plus chez Red Bull. Bon, donc voilà, c'est la nouvelle là, de la dernière heure ou presque. Tu vois, tout est bien qui finit bien dans le monde de Red Bull. C'est sûr que ça finit bien, comme tu dis, mais du côté de Pérez, il y a quand même une phrase que peu de monde a entendue, mais qui a quand même été dite par Pérez en allant au podium à Monaco. J'ai signé trop tôt. Ah bon. Et il y a une petite vidéo qui traîne où tu vois Christian Horner qui félicite Pérez et t'as Pérez qui monte soit dans le camion Red Bull ou en tout cas il allait vers le podium et on l'entend dire j'ai signé trop tôt. Alors est-ce que Pérez justement avec une Red Bull qui va bien mieux cette année, il n'a pas énormément de points de retard, si je jette brièvement un coup d'œil au classement, il a 110 points contre 125 sur Verstappen. Imaginons un petit peu que la Red Bull devienne fiable. Imaginons également que Leclerc continue de se prendre les pieds dans le tapis sur quelques grands prix. Et Pérez, il est candidat au titre de champion du monde. Et un petit peu à l'image parfois de Ricciardo dans le passé, ou même de Weber, alors qu'on pensait peut-être que c'était plus Vettel il y a quelques années, c'est un peu l'invité surprise. C'est un peu l'élément qui ne devrait pas être là, un peu comme George Russell avec tous ses top 5, on y viendra, mais c'est un petit peu la bonne surprise. Et je ne suis pas sûr que Red Bull capitalise vraiment sur une stabilité avec Pérez dans les 2 ans à venir, sans que Pérez se dise, bon, moi j'ai fait 220 Grands Prix, j'en ai gagné 3, j'aimerais bien que dans les 20 ou les 30 qui arrivent, je puisse essayer d'être champion du monde. Et peut-être tardivement, un peu comme Button en fait, tu vois, qui est tombé dans la bonne voiture très tard dans sa carrière, avoir la chance de simplement aller jouer le titre. Est-ce que toi, tu trouves que Red Bull, avec le titre déjà acquis par Verstappen, a plus besoin de confirmer que Verstappen est un champion légitime avec un 2e titre, ou ça pourrait être intéressant financièrement pour les marques, les canettes, etc., de se dire peut-être que Pérez, il a une très bonne image, il est très sympa, on voit son papa à chaque fois qu'il brandit le drapeau mexicain, il est très feel good et bon esprit, on l'a vu fêter sa victoire dans la piscine du dock à Monaco, donc le capital sympathie de Pérez, contrairement à Verstappen, il est énormissime et il est décuplé de Grand Prix en Grand Prix cette année, non ? Oui, mais bon, non, j'irai pas à ce point-là, mon cher Maxime, parce que non, Verstappen reste le pilote numéro 1, reste le pilote qui draine 20 000 fans et supporters sur pratiquement tous les Grands Prix du monde, est devenu, quoi qu'il arrive, une superstar mondiale, et Pérez a, qu'on le veuille ou non, toujours l'image d'un second couteau. Quand bien même, effectivement, nous constatons tous qu'évidemment, il fait partie d'un grand marché, puisque c'est ça un peu que tu sous-entends, et qui effectivement n'est pas négligeable, et qu'il a une cote, une excellente cote. Mais enfin bon, tu vois ce que je veux dire, au niveau palmarès, au niveau parcours, il n'y a pas photo par rapport à quelqu'un qui est d'évidence dans une ligue au-dessus. Maintenant, force est de constater. Les points sont là. Oui, et j'allais dire depuis l'Arabie Saoudite. C'est vrai, oui. Pérez fait la pole de manière indubitable et dans l'absolu aurait dû peut-être aussi gagner ce Grand Prix. Là, il est effectivement pas largué. Il y a peut-être toujours les 3 dixièmes qu'on constate, on va dire en moyenne peut-être parfois sur des tours de qualif. Sauf que Jeddah, même Monaco, voilà, tout à fait. Donc il y a une hausse de son niveau de jeu, si j'ose dire, et il y a effectivement une capitalisation excellente des points qui fait qu'il n'est qu'à 6 points, par exemple, aussi de Charles Leclerc. C'est ça qui est incroyable. On a vraiment personne ne le dirait spontanément comme ça. C'est ça qui est fou. Et quand on y pense, quand on revoit les images de samedi où au virage du Portier, on a les 3 pilotes qui sont arrêtés avec Pérez dans le mur, Sainz qui le percute.
Et Verstappen derrière, se dire que c'est le podium du dimanche, c'était quand même une Oui, image assez cocasse. Et donc Perez fait des fautes, mais Verstappen en commet aussi quelques-unes malgré tout. La oui, fiabilité chez Red Bull, on ne sait toujours pas si ça va rester, si ça va devenir quelque chose de chronique. Et derrière ces deux-là, il y a quand même un Carlos Sainz qui n'a toujours pas fait éclater la bulle de la victoire. Alors ce week-end, il n'était pas vraiment en mesure de le faire, si ce n'est si la chance avait tourné un peu de son côté avec les arrêts au stand et la pluie. C'est un petit peu une loterie entre les 3-4 premiers, donc on ne peut pas considérer, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, ce week-end comme un week-end où Sainz pouvait faire la différence, mais plutôt subir la course et en profiter. Par contre, on arrive sur des circuits comme Bakou par exemple, où la Ferrari va pouvoir faire parler son moteur par rapport à la Red Bull, qui a une bonne vitesse de pointe. Donc voir maintenant si l'évolution de cette Ferrari va suffire à ce que déjà Charles reste devant, ou en tout cas continue à se battre, et surtout il faut que Sainz il y arrive. Et j'ai l'impression qu'on dit ça depuis 3 mois, depuis le début de saison en tout cas. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça chez Ferrari. Maintenant, on lui a prolongé son contrat. Il est un peu plus tranquille, même si on sait ce que vaut un contrat scellé. Mais je suis désolé, George Russell avec une Mercedes qui ne marche pas est devant au classement. C'est ça, exactement. Spontanément, on voit bien depuis le début de l'année que c'est un duel Ferrari-Red Bull. Avec chacun qui a eu son petit lot de malheur. Hein. Bon, ben voilà, Leclerc a pu pleurer à Barcelone, mais enfin Verstappen avait pleuré aussi en Australie ou à Bahreïn. Bon, bref. Mais effectivement, spontanément, personne ne va imaginer que Russell a réussi encore à être devant Sainz au championnat. Et donc, c'est pas les 4 premiers des 2 meilleures équipes qui sont devant. Il y a un Russell qui est extraordinaire. Toujours dans le top 5. Sainz, il n'y a globalement rien à lui reprocher ce week-end. Effectivement, il fait 2. Parce que, honnêtement, ce week-end, il y a une défaite de Charles Leclerc et il y a effectivement Ferrari qui se plante, on va dire ça comme ça. Mais la faute, c'est un coup de stratégie de Red Bull que moi je vois plus qu'une erreur de Ferrari, même s'il y en a une. C'est quoi ? C'est d'arrêter Perez au 16e tour pour chausser des intermédiaires et d'attendre, hélas, 3 tours pour faire la même chose avec Leclerc. Ce qui fait qu'effectivement, on est dans le cas de figure d'un mot qu'on emploie beaucoup depuis des années, mais qui est là et vérifié. C'est le fameux undercut. L'undercut a complètement fonctionné. Et à partir de là, puisqu'on est à Monaco, effectivement, c'est fichu. C'est fichu pour celui qui l'a perdu, hein, c'est ça que je veux dire, à savoir que t'es pas en tête, quoi. Bon. Donc, effectivement, là, il y a une vraie erreur stratégique. Je nuance un petit peu comme Tristan l'a fait dans mon épisode l'Afterlap, la 2e, parce que tout le monde s'arrête un peu en mode catastrophe, en chaussant des slicks. Et ça attend un petit peu aussi chez Red Bull. Verstappen, il attend un petit peu son tour et Charles attend aussi son tour derrière Sainz, ça on l'a bien vu. Beaucoup plus. Oui, Sainz et Leclerc, ils ne pouvaient pas le laisser un tour supplémentaire avec des pneus intermédiaires, Leclerc. Il fallait le faire rentrer. C'est juste que la différence entre les deux n'était pas suffisamment grande, contrairement à Red Bull qui n'a pas perdu tant que ça. Est-ce que c'est vraiment une erreur de Ferrari d'avoir fait rentrer Leclerc ce tour-là, ou est-ce qu'il fallait un tour de plus, ou continuer à laisser Sainz dehors et lui dire t'es numéro 2, on fait passer Leclerc d'abord? Écoute, moi, alors difficile. Tristan l'a nuancé, mon propos. Moi, l'hypothèse, c'est que quand tu as 2 voitures, dont une qui est clairement quand même la numéro 2, et c'est le cas de Sainz chez Ferrari, effectivement, toute la question de ce Grand Prix, c'était de savoir si on faisait wet, inter, slick, ou si on tentait le coup de poker de faire wet, slick. Hein, on est bien d'accord. Or, Carlos Sainz, sans le marteler de manière évidente, nous dit Tristan, sous-entend que quand même, ça pouvait peut-être se tenter. Bon. Il l'a dit à la radio. Hein. Il l'a dit, on l'a entendu. Il a dit, les gars, si on attend 3 tours, je passe en slick et c'est réglé. C'est jouable. Ça, voilà. Donc évidemment, maintenant, on se dit, il aurait sans doute, effectivement, fallu tenter avec Carlos le coup de poker. Alors, d'accord, prise de risque, mais soit ça permettait de préserver la position de Charles devant, soit... Dans l'absolu, ça permettait à Carlos de gagner, en fait. Parce qu'il aurait été le Ferrari premier. a voulu absolument éviter que Carlos gagne pour que Leclerc ait sa victoire à Monaco. Je peux pas le croire. On n'en est pas là, c'est pas possible. Non, parce que j'ai vu ça et je voulais vous dire que je pense que on va être d'accord avec ce qui s'est dit globalement. Tu ne peux pas réfléchir à cela pendant un Grand Prix. Stratégiquement, ça n'entre pas dans les calculs. Maintenant, le Grand Prix, quand tu vois ce qu'a fait Ferrari en termes de stratégie, je trouve que pour le coup, faire l'undercut dans les conditions séchantes, c'est très intéressant. Par contre, Red Bull a été extrêmement timide. On les a vus rester très longtemps avec les intermédiaires et d'abord les pluies, en se disant est-ce qu'on prend le risque, nous, de se mettre dehors? Sinon, c'était le tapis rouge déroulé pour Ferrari. Donc, un peu surpris tout de même quand on voit le podium de se dire que, ok, Perez gagne, mais Leclerc n'est que 4e. Leclerc aurait dû être au moins sur le podium. C'est ça la grosse tâche chez Ferrari. C'est pas que Sainz ne soit pas vainqueur, c'est vraiment que Leclerc n'est pas au moins le podium. Et ça, c'est vraiment une erreur monumentale. Maintenant, toujours facile de réécrire l'histoire après. C'est ce qu'on fait un petit peu aussi, comme tous les médias. Mais
à la décharge de Ferrari, ils n'ont pas été aidés non plus. Oui, non, c'est normal en tout cas que Leclerc, on ne prenne pas de risque inconsidéré avec le leader de la course, qui n'a pas à essuyer les plâtres. C'est-à-dire que quand bien même Ferrari aurait décidé de mettre Carlos en pneu slick tout de suite, on savait que c'était, pendant quelques tours, ça allait être chaud parce qu'il y avait quand même des portions encore humides. C'était vraiment limite, quoi. On n'est pas là pour faire prendre ce genre de risque au leader de la course et à son pilote emblématique. Donc c'était évident que Leclerc, on allait avoir une progression linéaire, quitte à posteriori on se dise il y avait peut-être mieux à faire, mais voilà, non, c'était wet, c'était intermédiaire, on assure le coup, et puis en cas d'une safety car qui peut arriver à tout moment, voire plus, un drapeau rouge, c'est bien arrivé avec l'accident de Schumacher, on serait passé en slick parce que tout le monde pouvait changer de pneu dans ces cas-là. Donc moi, je redis ce que je te disais. Les fameux 3 tours, il fallait arrêter Charles tout de suite après Pérez. Effectivement, fallait le couvrir, quoi. Fallait couvrir la stratégie, quoi. Et ils l'ont pas fait. Et ils l'ont payé très cher également, parce que ce que j'allais évoquer juste avant, en disant que Ferrari n'a pas été aidé, c'est le cas des 2 Williams qui, tout au long de la course, ont gêné tantôt Leclerc, tantôt Sainz. C'est-à-dire que Leclerc a quand même passé, il y a une vidéo hallucinante, un tour complet derrière Albon, qui est complètement cerné de drapeau bleu et qui ne s'écarte pas. Ah oui, ça je savais pas. Et donc on a la caméra casque, tu sais, qui est placée dans la visière, et on voit Leclerc. Il passe, sans exagérer, peut-être même du casino jusqu'à la piscine, voire à la rascasse, à vraiment derrière Albon. Et tu vois des drapeaux bleus, des lumières, des drapeaux, et Albon ne bouge pas. Vraiment. Ah oui, donc il a perdu énormément de temps. Et ajouter à ça le moment où il était lui avec des pneus plus rapides et Albon en intermédiaire encore qui surchauffait, où il était en difficulté, il a perdu là aussi sans doute 5-10 secondes qui sont... je ne sais pas, j'extrapole peut-être, mais voilà, tout ça cumulé, c'est que ça a généré la spirale négative de malchance chez Ferrari et donc la stratégie ne pouvait plus fonctionner tout simplement. Voilà. Maintenant que tu me dis, effectivement, j'ai vu un article sur Autosport, le site anglais de news du sport auto. Et effectivement, j'ai pas lu l'article, même si je suis abonné et que je peux lire les articles Autosport Plus, comme ils disent. Mais bon, j'ai vu effectivement le titre, comment Albon et Latifi même ont coûté très cher au grand. Ouais, c'est ça. Voilà, d'accord, ok. Je comprends on aura d'autres cas comme cela, malheureusement. Alors, c'est vrai qu'Alexander Albon n'a pas pu faire son génie des pneus, on va dire, ce week-end. Mais bon, écoute, en tout cas, Williams se rempart avec un 0 pointé. Un autre pilote qui a attiré l'attention des spectateurs et surtout des commissaires, c'est Esteban Ocon, qui perd les points de la 9e place qu'il avait en main, en terminant 12e, je pense, finalement. Alors, beaucoup de gens ont cru que c'était pour le contact avec Hamilton à Sainte-Dévote, mais en fait, non, c'est juste parce qu'il y avait eu plusieurs menaces de zigzag et de défense vis-à-vis d'Hamilton qui n'étaient pas honnêtes, et donc c'est plus pour ça qu'il a pris les 5 secondes, c'est à force de changer de ligne, etc. Mais c'est vrai qu'en partant du cas où il y a contact avec Hamilton, ça n'a pas aidé en sa faveur, et c'est donc le cumul de tout ça qui a généré ces 5 secondes de pénalité. Maintenant, j'estime que pour moi, on peut excuser Ocon d'avoir fermé la porte à Sainte-Dévote parce que entre nous, ça ne passait pas. Est-ce que tu as un avis sur qui est en tort? Je trouve que 5 secondes là, si c'était juste ça aurait pas forcément été... Disons que moi j'ai réagi sur le moment parce que effectivement j'ai cru comme tout le monde jusqu'au bout que c'était à cause de ça. Mais elle est arrivée très tard, c'est parce qu'il y a eu en fait des suivis après. D'accord, ok. Non, j'ai bien vu un petit coup volant de Esteban qui referme la porte au dernier moment. Ça, effectivement, faut quand même être honnête. Tout à fait. Mais je vois pas un Hamilton qui est à son niveau. Donc, effectivement, sur le moment, ça m'a semblé un peu dur, effectivement, cette pénalité. Et comme tout le monde était resserré, on voyait bien que le pauvre allait se fatiguer jusqu'au bout, parce que quand tu es à l'arrivée de Monaco, crois-moi, tu as fait un vrai défi physique et t'es rincé, et tu peux te dire je l'ai fait pour rien, parce qu'effectivement c'était d'évidence une place hors des points qui l'attendait, et là c'est vrai que c'est dur à avaler, parce que bon, c'était pas flagrant que c'était un attentat non plus contre un petit camarade. Non. Voilà. Après Hamilton, Ocon, bon, on sait que c'est pas forcément les meilleurs amis du monde. En tout cas, Ocon commence à se faire quelques ennemis dans le peloton avec quelques freinages un petit peu limites. Je voudrais enchaîner donc brièvement avec Vettel qui réussit donc à mettre l'Aston la Red Bull bleue, pardon, la Red Bull verte dans les points sur le coup avec le top 10. Déception donc globalement pour AlphaTauri qui ne met pas une voiture dans le top 10 avec Pierre Gasly qui pourtant était très haut niveau avec des dépassements très impressionnants en début de course avec des pneus intermédiaires. Lui, il avait fait le pari très très tôt dans le Grand Prix de les monter. Et enfin, le dernier point de ce Grand Prix de Monaco, c'est le portefeuille Haas.
et cette énorme boîte de Mick Schumacher. Encore une, on a envie de dire, cette année. On se souvient de l'énorme sortie en qualification, notamment en Arabie Saoudite. Encore une fois, une Haas coupée en deux. On ne se permettra pas de mauvais jeu de mots vis-à-vis de ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que cette voiture, elle tient avec des riselants et des bouts de ficelle. C'est quand même assez hallucinant de voir qu'avec un choc pareil, une voiture se scie encore en deux. Et malheureusement, on a beau critiquer Mazepin à sa belle époque, Mick Schumacher commence à coûter plusieurs millions d'euros à Haas. Ça devient gênant, tu trouves pas ? Oui, tout à fait, on est bien d'accord. Alors, je me permets de te dire que j'en ai parlé avec Tristan dans l'épisode de l'Afterlap. Donc, Tristan Gomandi, mon consultant F1. Donc, lui, le fait que l'arrière de la voiture se sectionne, il explique ça par le fait que l'angle de percussion, en quelque sorte, peut effectivement faire que là, il est arrivé... Sur le... C'est le train arrière pour que, effectivement... Ouais, c'est ça. Bon, donc, effectivement, c'est choquant, mais il dit ça peut s'expliquer. Maintenant, lui, au ralenti, là où la première vision... Et notamment, c'est le cas de Villeneuve sur Canal qui dit il a un peu mordu sur une partie humide. Non, Tristan, il dit il freine. C'est en freinant qu'il freine trop tôt. Voilà, il dit la voiture est complètement déstabilisée par un coup de frein qui doit être plus tard, quoi. Alors, il a pas fait le procès de Mick Schumacher, mais il n'a pas compris ce coup de frein. Et effectivement, en tout cas, la sanction, elle a été immédiate puisqu'il s'est pulvérisé, le pauvre. Et effectivement, ce qu'on avait déjà évoqué c'était en Arabie Saoudite, c'est ça, à Jeddah, où Tristan estimait à quasi $1 million On est à ça, la réparation évidente de ce genre d'accident. Bon, ben là, ça fait un de plus. Tristan avait évoqué, et ça, c'est les petits secrets qui se savent peut-être parfois entre pilotes, etc. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que pour Tristan, c'est la famille Schumacher qui paye. C'est pas l'équipe. Ce genre d'accident, c'est en quelque sorte... À la responsabilité du pilote et à son assurance, presque. Voilà, exactement, c'est ça, ou alors au budget qu'il amène, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, donc là, effectivement, je vois pas les Schumacher à faire leur compte et à estimer que ce sera pas possible de continuer, voilà, mais... Bon, un trou de 6 millions dans la caisse, ça commence à faire pas mal, tu m'excuseras, mais voilà. Corina a peut-être autre chose c'est ça. à gérer en ce moment, c'est ça. Encore une fois, sans arrière-pensée. Ça commence à faire beaucoup, et on n'a pas fait 10 Grands Prix, Et à mon avis, je peux te signer là tout de suite qu'il va encore en casser au moins 2 dans l'année. Alors, ce qui est inquiétant tout de même, c'est que l'image était absolument incroyable. C'est que on a vu dès le moment où Schumacher a tapé, l'image de Magnussen dans les stands qui regardait l'accident. Et il y a eu tellement de choses. Il ne savait pas qu'il était filmé parce que la caméra est à l'autre bout. Je crois qu'elle est derrière la rascasse. Mais on le voit. Mais j'ai l'impression que dans les yeux de Magnussen, et Dieu sait que je ne suis pas un grand fan de Magnussen, tout passe à travers ses yeux. C'est-à-dire que tout notre travail a été foutu en l'air, ça ne marche pas, c'est encore des frais, c'est encore des heures de sommeil de perdu pour les mécaniciens, c'est des pièces perdues parce qu'on fait évoluer parfois une ou l'autre voiture. J'ai eu une larme presque pour Magnussen, et Dieu sait que Magnussen et moi, c'est pas... Voilà. Mais franchement, je sais pas, c'était hallucinant de voir Magnussen aussi concerné, quoi. Une équipe, il n'en faisait pas partie il y a 3 mois, quoi. Alors, est-ce que tu ne sous-entends pas la petite impression fugace que j'ai eue, on n'est pas là pour faire des scénarios de dingue ou essayer de trouver des symboles là où il n'y en a pas. Mais effectivement, j'ai pas pu m'empêcher de penser que la réaction de Magnussen était peut-être un chouïa moins collective par rapport au team, même si tu viens de l'évoquer. C'est vrai. Que critique vis-à-vis de Schumacher. Je pense, oui. Il y avait un côté, mais qu'est-ce qu'il nous fait le encore boulet, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, je suis d'accord. On n'a pas pu s'empêcher d'avoir ce léger doute sur la réaction de Magnussen. J'ai l'impression que Magnussen prenait un penalty à la 92e. Quoi. C'était genre, mais pourquoi c'est dommage parce que j'ai vraiment l'impression que Magnussen travaille et croit en cette équipe Haas pour la première fois depuis longtemps. L'équipe peut vraiment faire quelque chose. Alors même si Mick Schumacher a eu sa Q3, voilà, on s'est dit que ça va, les choses vont mieux. Mais malgré tout, il y a des fautes qui passaient peut-être sous silence à l'époque, Mazepin, mais qui cette année, face à un Magnussen qui connaît l'équipe, qui est chez lui, il faut le dire honnêtement, parce qu'il connaît très bien l'équipe, ça commence à devenir gênant. Alors on parle déjà, alors c'est très très tôt dans la saison, mais potentiel futur transfert. Ceux qui voyaient déjà Magnussen chez Schumacher chez Alpha ou chez Ferrari, je pense que Carlos Sainz pour l'instant il peut se refaire un thé, il n'est pas prêt de perdre les clés. Oui. Donc c'est vrai que Mick Schumacher là, alors je ne doute pas qu'il va marquer ses premiers points. J'ai quand même l'impression que ça progresse bien, que c'est plus solide. Cette Q3 Monaco, elle est quand même symbolique, c'est fort. Et puis on voit bien que là où un Magnussen arrive à se mettre 7, 6 parfois, et même 5 en début d'année,
à Mick Schumacher, et là, il est aux portes est dans le top 10, quoi. Il est quelques places derrière, mais il est pas loin. Bon, donc c'est quand même des progrès notables. C'est sûr. Maintenant, effectivement, c'est Magnussen qui est le leader de l'équipe, c'est Magnussen qui est la fusée, et c'est Mick Schumacher qui donne l'impression d'être un peu plus laborieux et de ne pas être le pilote qui va éclater tout le monde et qui est le digne successeur de son père. C'est un petit peu plus délicat. Donc effectivement, on ne le voit certainement pas chez Ferrari, on ne le voit pas forcément chez Alfa Romeo tout de suite, ça c'est sûr, et on ne sait pas trop ce qui va devenir. Et puis je me permets d'enchaîner tout de suite, et tu es comme moi, et comme Tristan, tu te dis, Daniel Ricciardo, nous sommes peut-être en train de vivre le chant du cygne, là, parce que ça commence à faire beaucoup là aussi. Mais quand on commence, hélas. j'allais en venir à McLaren pour conclure ce Grand Prix de Monaco. C'est vrai que là, Oui. par rapport à Norris, c'est même plus une comparaison, c'est une déculottée véritablement pour Ricciardo. Alors autant une voiture peut ne pas lui convenir, autant là, ça devient très critique. Et Ricciardo, peut-être, a passé son pic de carrière, alors qu'on pensait que chez Renault, chez McLaren, ça allait arriver. Alors, on est dans une phase peut-être de transition assez importante de la F1 avec un Hamilton qui pourrait raccrocher les lions en fin d'année. Dis donc, si ça continue comme ça, oui. Hein. Et puis Vettel, moi, Vettel, j'y crois pas non plus. Je pense que Vettel, l'année prochaine, ne sera peut-être même plus là. Il ira ramasser des déchets sur la plage. C'est peut-être plus ce qui l'intéresse. Non, vraiment, je suis sérieux parce que il est vraiment. J'ai l'impression que c'est une crise de la quarantaine presque avec le dilemme de je fais un sport que j'aime, mais la planète. Je pense vraiment qu'il est concerné, que c'est pas de la publicité parce qu'il n'est pas sur les réseaux, il n'est pas comme ça. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui le ronge profondément. Ah oui, non, on doute pas de sa sincérité à ce niveau-là, oui, ça c'est sûr. Et donc, quand on fait le topo, il y a une place chez Mercedes, il y aurait une place chez Aston, il y aurait un Pierre Gasly qui pourrait monter parce qu'on en avait évoqué aux côtés d'Hamilton, mais pourquoi pas à la place d'Hamilton. C'est vrai que l'année passée, à la place de Russell, on avait beaucoup parlé de Pierre Gasly qui visiblement a déclaré ce matin même, je l'ai vu tout à l'heure, je ne vois pas AlphaTauri un jour au niveau de Red Bull, et il a raison, ça ne sera jamais le cas. Non, ça sera toujours l'équipe B. Quid des nouveaux aussi, parce qu'on parle brièvement, Tsunoda, ça va, ça pourrait continuer. Alonso... Voilà. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je crois avoir compris qu'il y avait un petit débat. Dans 2 ans de vague, vous enlevez 3 champions du monde et Mick Schumacher et peut-être des transferts de ci de là avec Ricciardo. On peut avoir une grille 2023 ou 2024 particulièrement changée, voire bouleversée. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 2024, il y a des protos qui arrivent aussi aux 24 heures du Mans, il y a BMW et d'autres constructeurs. Peut-être qu'effectivement certains vont se reconvertir en endurance ou vers d'autres horizons. Pourquoi pas? En tout cas, ce Grand Prix de Monaco était particulièrement long, pénible. On a eu des problèmes. Alors on n'a même pas parlé de la direction de course, mais direction de course, écoute, si on doit aller en 2 minutes, c'était Eduardo Freitas, directeur de course. Ça, il faut le préciser tout de suite. Voilà. Donc l'explication officielle, problème de comment dirais-je, d'alimentation en courant, je sais pas quoi, départ retardé. Alors admettons qu'effectivement le procès qu'on a pu faire parce qu'on craignait un déluge et donc un excès de prudence, parce que si c'était le cas, faut être honnête, c'est irrecevable comme argument. À 15h, le départ est donnable. Voilà, j'emploie un terme pas très beau, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je suis désolé. On peut lancer la procédure telle quelle. Et si 15 minutes après, on doit sortir le drapeau rouge parce que c'est le déluge, tout le monde comprend et on accepte et c'est bon. Mais là, on n'a pas compris. Alors effectivement, il y a peut-être une raison technique qui fait qu'on décale le départ. Ça n'a pas été dit sur le moment vraiment clairement. Le fait est qu'on a tous eu l'impression qu'on décalait le départ parce qu'attention, il va pleuvoir. Attends, là, c'est un déni de philosophie de course automobile hallucinant. Bon, un premier point. Deuxième point, après, non, on peut rien dire sur le drapeau rouge qui arrive effectivement au déluge. On peut pas reprocher un drapeau rouge après l'accident de Schumacher. J'ai été étonné comme tout le monde de voir qu'après le décompte, il y avait un tour supplémentaire. Ça, on savait pas. Voilà. Oui, ça, nouveauté, nouvelle règle. Surprenant aussi que le tour qui avait été fait était un tour d'installation avant le départ et non pas le premier tour du Grand Prix, même si on l'a décompté. Oui, donc là aussi, pas clair. De ne pas avoir un départ arrêté alors qu'il y a le drapeau rouge pour Schumacher. Alors que c'était la nouveauté que tout le monde voulait. On l'a eu au Mugello 10 fois l'année passée, mais cette année non. Alors qu'il faisait sec et que c'était pas plus dangereux qu'un départ normal. Exactement. Oui. Alors, voilà, il y a plein de choses quand même. Je suis sorti sur Twitter en disant mais c'est un scandale, Monsieur Freitas, il y a un règlement. Et visiblement, mea culpa, on peut choisir entre un départ arrêté ou lancé. Il a le choix. Oui. Donc ça c'est vrai. Ça je savais, mais manifestement on avait cru comprendre qu'un certain pli était pris et qu'effectivement on repartait en départ arrêté quoi. À voir si entre Wittich et Freitas, il a peut-être ses habitudes du WEC. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas lui en vouloir. Les départs lancés, il ne connaît que ça. Non, je trouve que Freitas avec la pluie, alors qu'il avait particulièrement bien géré dans certains cas, notamment Spa 2019 en WEC où il a neigé, il a été exceptionnel. On reprendra cette course comme exemple dans toute sa carrière.
Mais voilà, là je l'ai trouvé un petit peu discret. Le fait de ne pas avoir d'infos sur la raison du départ, parce que à Jeddah, ils ont bien pu nous mettre 40 messages de on n'a plus d'ordinateur dans la pit lane, on ne sait pas démarrer les FP1 et FP2 de qualif. Etc. en Formule 2. Donc voilà, je trouve que là, il y a eu un petit souci. Autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'on a raté énormément de dépassements, mais ce n'est pas la faute de la FOM, encore une fois. C'est une réalisation spécifique que demande l'Automobile Club de Monaco, qui est une dérogation quasiment exceptionnelle, hein, tu me contrediras pas, je pense, cette année. Et ils ont leur réalisateur, et c'est le même depuis 20 ans. Alors je n'ai plus son nom, désolé. Mais, je sais, mais moi, effectivement, j'ai été très déçu par la réalisation. C'était évident, avec des fois des plans. Quand on voit les voitures rentrer dans la piscine, c'est fabuleux ce plan. Formidable. Des fois, c'est coupé, alors qu'il suffisait juste d'attendre une seconde pour qu'on voit les 4 premiers qui enchaînaient, etc. C'était haché, ça passait voilà, les fameux plans de coupe. Alors moi, je supporte pas, j'ai toujours jamais aimé ça, où on voit les mécaniciens qui regardent l'écran. Bon, une fois de temps en temps, je dis pas, mais quand c'est tous les 2 tours, c'est pénible. Voilà. Donc, non, là, effectivement, on a clairement senti, pour nous, peut-être les spécialistes, mais vous qui nous écoutez sur cette vidéo YouTube et la chaîne, si vous êtes abonné à la chaîne de Maxime, vous êtes des pointus, vous êtes comme nous, vous êtes picousés, vous regardez tout. Et ça se voit, ça se sent, ça se ressent que la réalisation n'est pas à la hauteur, effectivement, d'un standard des autres Grands Prix. Bon, on verra en tout cas si du côté de Bakou, la prochaine étape, les images reviennent, mais c'est vrai que ne pas réussir à sublimer Monaco, c'est quand même un exploit, alors que franchement, il y a de très belles photos et de très belles choses qui sont sorties. Point notamment sur le cas de la ligne, soi-disant dépassée par Max Verstappen. Quand on voit ça depuis la caméra embarquée, il la dépasse. On voit une caméra depuis un des balcons au-dessus de salle des votes, il passe à 10 cm, il n'y a absolument pas de coupage de la roue arrière gauche de la Red Bull. Donc bref, on a les images à la FOM, en tout cas à TMC cette fois-ci. Il serait bien de nous les montrer. Bon, mon cher LFB, je pense qu'on va se retourner vers les États-Unis dans la deuxième partie de ce podcast, puisqu'on a déjà bien débriefé Monaco et on a hâte de voir du coup à Bakou si Leclerc va remettre le pied à l'étrier, si Sainz va toujours réussir ou non à bien se classer ou être devant Leclerc. On se rappelle que Leclerc à Bakou, ça a été quand même quelques I am stupid, hein, on se souvient de cette radio dans la petite partie historique. Bon, on va en rester là pour la Formule 1, en tout cas pour le Grand Prix de Monaco, et on va partir direction les États-Unis. On enchaîne tout de suite avec le drapeau blanc, direction les 500 miles. C'est parti. La plus grande course du monde. C'est comme ça qu'elle est baptisée par beaucoup de fans de sport automobile, et cette année n'aura pas dérogé à la règle. La 106e édition des 500 miles d'Indianapolis s'est tenue ce week-end, LFB, après de longues séances de qualification habituelles. On a suivi ça, alors c'est toujours un petit peu intéressant après la semaine où on roule sur le circuit routier. Des grosses frayeurs, notamment pour Colton Herta, qui a eu un accident absolument effroyable pendant les qualifs, et une course, alors comment la qualifier? Je ne dirais pas surprenante, mais jusqu'on va dire au dernier quart de course, tout était jouable parmi les favoris. On avait Dixon qui était là, on avait McLaren, on avait même quelques outsiders, Daly qui est venu se mettre là, même à un moment donné. On a eu très peur parce qu'on s'était retrouvé avec Marco Andretti et Jimmy Johnson qui étaient 1 et 2. S'il y avait un yellow, on se disait ça y est, c'est la blague de l'année. Non, je plaisante quand même, puisque Johnson a fini meilleur rookie de l'épreuve. Grosse déception pour beaucoup de monde. Romain Grosjean qui a terminé sa course dans le mur. Malheureusement, c'est le cas également pour Scott McLaughlin. Voilà. Parce que je le voyais pas mal remonter, là où New Garden et Power ont été inexistants. Disons-le tout de suite franchement pour évacuer. Donc Penske cette année, c'était pas l'année. Mais McLaughlin remontait, on va dire, doucement mais sûrement, et j'espérais un top 10 au moins pour finir, et puis non, il se met dans le mur, voilà, et donc là c'est sûr que gros coup de bambou sur sa tête, et au championnat il n'est plus que 7e. Non, écoute, je voulais te conter une petite anecdote, parce que la première fois que j'ai commenté Indianapolis, ça a été le premier jour de Motors TV, donc en mai 99. Motors TV a existé pendant une journée en mode démonstration à l'époque sur un réseau satellite pour montrer qu'on pouvait créer une chaîne. Et ensuite, la chaîne est officiellement née le 1er septembre 2000, tu vois, un an plus tard, où là, on a tout mis en place. Mais en mai 99, nous avions fait la démonstration qu'on était prêt à pouvoir exister, et nous avions donc fait la retransmission d'Indianapolis en exclusivité. C'est nous qui avions le contrat. Et donc, j'ai commenté pour la première fois Indianapolis en 99, et donc c'était la victoire de Kenny Brack, donc la première victoire d'un Suédois. Alors, je ne sais pas si tu te souviens des circonstances. Il y a un pari de consommation qui est fait par Robbie Gordon. Et ça ne passe pas. Robbie Gordon s'engouffre dans les stands au dernier tour. Ce qui fait qu'effectivement, Kenny Brack a la voie libre parce que lui, il n'avait pas ce souci de consommation et c'est bien Kenny Brack qui gagne. Mais à l'époque, évidemment,
le sentiment était un peu d'une déception parce que Kenny Brack était un second couteau de l'IRL, on va dire, même si valeureux pilote bien sûr. Là où Robbie Gordon était un petit peu plus une tête d'affiche. Et effectivement, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai ressenti la même chose cette année ? Ben oui. Parce que je m'appelle Alex Palou ou je m'appelle Scott Dixon. Ah mais là, je peux me les bouffer, si tu me pardonnes l'expression. Tu vois ce que je veux dire ? Entre la malchance hallucinante de Palou, qui n'a rien à se reprocher, mais qui rentre au stand au moment où il ne faut pas. Et comment peut-il le savoir ? C'est vraiment, là, c'est horrible. Le concours de circonstances affreux, parce que, bah oui, les stands sont fermés, mais il est déjà engouffré. Donc, il est obligé de passer, puis il s'arrête en emergency, on lui met 5 litres, puis il repart. Bon, bref, là, il perd la course à ce moment-là. Et Scott Dixon, notre maître à tous, et j'ai envie de dire, en IndyCar, l'homme qui a tout vu, qui a tout gagné, qui est la référence absolue, et qui un excès de vitesse à 30 tours de la fin, mais c'est pas possible. Je veux pas être de mauvais augure, mais je te jure que j'étais devant ma télé, je l'ai vu rentrer dans les stands, à la seconde où je l'ai vu freiner comme ça, j'ai fait impossible qu'il prenne pas un drive-through, c'est pas possible, il était beaucoup trop vite. Mais alors, est-ce qu'on peut pas, on peut presque pas excuser Scott Dixon avec sa bouteille, son expérience, mais ça reste des êtres humains, ça reste des pilotes, ils sont à 360 à l'heure. Je suis désolé, mais là, c'est le premier à s'en vouloir, Scott Dixon, là-dessus, parce que c'est une erreur bête, mais ça peut lui arriver, sauf que c'est les 500 miles, c'est pas une course dans la saison et on va pas l'oublier, en fait. Et quand on voit la lutte qu'il menait, parce que franchement, il faisait une très belle course et, allez, sans exagérer, il méritait de la gagner aussi, même si Marcus Ericsson est un beau vainqueur et qu'il a fait un dernier relais exceptionnel, que les McLaren Boys étaient là aussi, même Ferrucci était bien à un moment donné, Alexander Rossi était dans le coup, Rosenqvist était dans le coup, donc Kanan qui fait Kanan, 3, Kanan, j'étais de doigt dire si Kanan gagnait, c'était de la folie, mais on y croyait, c'est-à-dire que même au moment où tout le monde avait ravitaillé et qu'on se retrouvait à, je crois, 40 ou 50 tours de l'arrivée et qu'on avait Marco Andretti et Jimmy Johnson, je me suis dit, même si eux gagnent, ce serait une histoire folle, un peu comme Castroneves finalement l'année passée. C'était un scénario pas prévu, mais c'est ça aussi l'Indy 500. Simon Pagenaud a bien remonté aussi. Il a fait une belle course parce que c'était pas facile. Quand on voit que il n'y a pas une Penske dans le top 20, bon, non. Ça c'est plus arrivé depuis, je ne sais. Alors là, je sais même pas te dire. Je ne me connais pas assez, mais depuis quand il n'y a pas eu une Penske dans le top 20 Indy, c'est absolument fou. Et voilà. Et donc quand on regarde donc le résultat. Ericsson donc qui gagne après un drapeau rouge à 4 tours de l'arrivée. On repart, alors j'ai pensé à nous pour presque un green white checker, là on n'était pas loin, il manquait 2-3 tours, mais et alors qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de Marcus Ericsson qui a été décrit en Formule 1, qu'on a toujours considéré comme un pilote sans plus, etc. Il se prend un drapeau rouge, donc c'est Johnson qui se met dans le mur du coup, et qui crée le drapeau rouge, donc voilà. Et il se retrouve arrêté dans la pit lane avec derrière lui les deux McLaren qui ont des crocs, mais alors acérés, ils veulent le bouffer tout cru. Et moi je me suis dit voilà, Howard va avoir une chance d'y aller, un peu comme c'était le duel avec Sato à l'époque quand il était parti en tête à queue avant 2017, je ne sais plus, mais je me suis dit, voilà, Howard, il va avoir une occasion et c'est là qu'il va pouvoir montrer si oui ou non il est capable d'aller gagner cette course. Il l'a essayé et il s'est loupé. Et alors c'est vrai, non, mais là c'est vrai qu'à la place d'Ericsson, ça devait être horrible parce que à partir du moment où Dixon fait sa connerie et que Palou, hélas, par la force des choses, a été éliminé, c'est vrai qu'Ericsson reprend le flambeau et à un moment donné, dans les derniers tours, il prend 3 secondes d'avance. Là, faut être honnête, la messe est dite, il mérite de gagner là. Sans Yellow, c'était une victoire très autoritaire. Voilà. Mais à partir du moment où il y a ce drapeau rouge, et là je rends hommage à Sébastien Bourdet qui sur Canal+ a été un consultant exceptionnel. Paraît exceptionnel, oui. Voilà, et qui avait bien deviné le truc, qu'effectivement maintenant on allait arrêter de neutraliser les courses à Indianapolis à la fin et on allait tenter le tout pour finir sous drapeau vert. Et donc aussi arrivé en Formule 1, je me permets de le dire, l'an dernier à Abu Dhabi. Enfin tout ça pour dire que je me mets à la place d'Ericsson, oui là c'était horrible. Surtout que, ironie de l'histoire, Johnson c'est son coéquipier. Oui, c'est ça en fait, ça aurait pu être sabordé et voilà. Et il y a son ingénieur, tu l'as entendu ça à la radio, qui lui dit « T'inquiète pas Marcus, c'est ton jour, aujourd'hui tu vas gagner ». Oui. Moi j'ai trouvé ça un peu gonflé de dire ça comme ça. Je ne sais pas comment fonctionne Marcus Ericsson parce que c'est pas un pilote que je connais très bien pour être tout à fait honnête, mais je pense que s'il fonctionne à la confiance et à la baraka, entendre te dire de ton presque ton papa de course, ton crew chief, ton boss, ça va aller, t'inquiète pas, ça va maîtriser, je pense que il doit le connaître bien mieux que nous, ça a dû l'aider vraiment. Maintenant, comme tu dis, faut vraiment pas avoir peur de le dire. Non mais c'est bon, tu vas gagner avec les deux McLaren derrière et avec Kanan et Rosenqvist. Moi je suis là, je dis
dire ça à son pilote à 4 tours de la fin, avec des pneus froids, avec derrière 2 gars qui sont quand même, je suis désolé, Howard ou Canaan, qui sont quand même dedans, même Ferrucci. Pardon, pas Ferrucci, Rossi, tu te dis, quand même, il y avait peut-être quelque chose à risquer, quoi. Donc, c'est un peu les pneus spéciaux de Tom Cruise dans Jour de tonnerre, quoi. Fallait pas avoir peur. Comme tout pilote et comme tout sportif et comme nous tous, on est des superstitieux. Bon, on n'a peut-être pas forcément envie d'entendre de dire que c'est bon, mais alors que c'est pas encore fait et que bon, voilà. Non, la seule chose où j'étais pas trop inquiet quand même, c'est que, à la différence de par exemple 2014, qui est aussi une des éditions d'Indianapolis que j'ai commenté en direct, avec un duel fabuleux entre Castroneves et Hunter Ray, qui était sur 2 voitures jaunes d'ailleurs. Oui, honnêtement, oui, c'est ça. Et DHL bien sûr. À chaque tour, on se dépassait. Il y a eu 50 changements de leader dans la course, quoi. Bon, donc on voyait bien. C'est-à-dire que même moi, je me souviens en direct avec Jean-Luc Roy et Patrick Rivet, mes acolytes, on commençait à calculer qui allait se retrouver deuxième à l'amorce du dernier tour, parce que c'était ça qui allait te garantir la victoire, tu vois ce que je veux dire, puisque à chaque tour on se dépassait. Bon. Or là, non, c'était pas le cas. Non. Et Sébastien Bourdet l'avait bien dit sur Canal, on était dans une édition où ça se suit, mais ça ne se double. Alors, Palou et Dixon se sont pas mal de fois échangés la première place, mais on voyait qu'il y avait sans doute un intérêt de faire économiser un petit peu de carburant à l'un et à l'autre dans la première moitié de course. Mais après, à partir du moment où tu étais devant, il y avait vraiment un gros avantage de la track position et ça ne doublait pas facilement. Donc, Ericsson avait manifestement les moyens de s'échapper. De résister déjà, oui. Et à partir du moment où il résistait, et il en avait les moyens, il n'aurait pas doublé par l'aspiration quelque part, même si ça arrive toujours. Mais là, on voyait bien que ça, c'était pas la tendance de cette Indianapolis. Donc il y a bien eu une attaque de Howard, oui, ça on ne pourra pas lui reprocher, mais cette attaque, elle partait d'un peu loin, et effectivement, Ericsson, un peu désespéré. La logique a prévalu, il faut être honnête. Oui, ça aurait été un vol, sincèrement, sans peut-être exagérer, mais si Howard l'avait gagné, ça aurait vraiment été à la chance, mais ce dépassement, il fallait le réussir, il n'a pas réussi, il est encore jeune, là où Ericsson, je pense, a un peu plus de succès, et c'est vrai que même si Ericsson est un pilote qui me laisse un peu indifférent, je vais pas t'avouer que dans le paddock c'est pas celui pour je suis content pour lui parce que c'est quand même un pilote qui a été bâché à l'époque, même chez Sauber en Formule 1. Villeneuve l'a détruit en disant il y a que les grands pilotes qui sont sacrés à l'Indy 500. On salue Jacques Villeneuve, ça a bien dû lui faire plaisir. Mais c'est vrai que quand on y pense, ce week-end en fait, on a 2 pilotes Sauber qui ont quand même fait quelque chose d'exceptionnel. T'as Pérez qui gagne Monaco d'un côté, t'as Leclerc qui était en pôle, et t'as aussi Ericsson qui gagne l'Indy 500. Donc voilà, je ne pense pas que ça restera comme une des courses les plus mémorables de l'histoire d'Indianapolis. Maintenant, c'était une course qui était particulièrement agréable à regarder, même si, comme tu l'as dit, on attendait les arrêts sous drapeau vert et peu de neutralisation, peu finalement de faits de course qui auraient pu faire inverser la tendance. Maintenant, c'est vrai que derrière, moi, il y a des pilotes que j'ai vus surprenants à Montoya qui fait 11e avec une McLaren incroyable, dont la BOP est un peu discutable sans exagérer. Et Scott Dixon qui est classé donc 21e finalement avec cet arrêt, ce qui n'est pas Écoute, Dixon, il a gagné une fois, donc on va dire, il l'a fait quand même, et puis il est 6 fois champion, donc évidemment, il y en a qui tueraient père et mère pour avoir son palmarès. Mais tu te souviens, il y a 2 ans, je crois qu'on commençait déjà à en parler, quand il perd contre Sato, l'année du Covid. Là aussi, on a tous été surpris. Il avait la course en main. Il en a fait quelques-unes. Il en aurait pas 4, mais dans l'absolu, il devrait en avoir 3. 3. Moi, je dis 3. Comme Franchitti, tu vois. Exact. C'est vrai que Dixon, c'est un peu un Franchitti. C'est le même style. Les mecs super solides, qui sont intelligents, qui savent gagner les championnats, qui font pas de conneries. Mais et là, il a un peu craqué. Alors, il y a peut-être des raisons qui fait qu'effectivement, il n'a pas pu contrôler et que si même lui n'a pas fait un excès de vitesse, nous, on en aurait fait un aussi. Bien mais sûr. Il a craqué. Il a donné l'impression de craquer. Il a tout donné. Mais est-ce que pour toi, il a craqué face à Howard ou est-ce que c'est lui qui a commis une erreur ? Je pense pas qu'Howard l'ait poussé à la faute. C'est juste lui qui. Non. Oui, c'est vraiment non, là, c'est la boulette, incroyable. Ça arrive même au meilleur. Si on fait un point, un classement avant de conclure la partie d'IndyCar, Ericsson est donc en tête du championnat devant Patricio Howard et Alex Palou qui s'en sort bien finalement. Et c'est vrai que tu le disais, donc Scott McLaughlin qui tombe 7e au classement devant Simon Pagenaud 8e et Romain Grosjean, j'ai pas vu, attends, je cherche son classement, 15e place derrière Rahal. Et alors, là c'est un gros coup dur. C'est vrai que Vicky, Romain, ça a été aussi un coup dur en début de course. La Vicky est très, très incroyable. Non, Romain, on voit bien à son interview sur Canal qu'il y a de la déception
comment dirais-je, purement sportive, d'avoir abandonné, etc. Mais il y a un vrai coup d'orgueil. C'est vrai. Ouais, parce que je m'appelle quand même Romain Grosjean, je viens de la F1, je suis un des pilotes préférés du plateau. Je peux pas prétendre que je vais gagner Indianapolis et il l'avait pas fait, donc c'était intelligent. Mais évidemment que se mettre dans le mur et terminer 31e, c'est un échec. C'est un vrai échec d'orgueil. Voilà. Donc là, évidemment, on le voyait très très déçu. Après, c'est Romain comme on le connaissait aussi en Formule 1, quand ça n'allait pas. En interview, il nous a déjà fait des sorties assez rudes Oui. et c'est comme ça qu'on l'aime aussi, c'est parce que c'est un pilote entier qui donne tout. En tout cas, on verra pour la suite du championnat. Je ne sais même plus où on va. Dès le week-end prochain à Détroit. Détroit, c'est ça, j'allais dire. C'est Détroit, mais il n'y a qu'une course cette année à Détroit, alors que souvent c'était un double-header. Mais bon, oui, Ericsson, coup double, vainqueur et en tête du championnat. Bon, j'ai du mal à croire quand même qu'il va écraser tout le monde à partir de maintenant, mais c'est sûr que là, il est complètement libéré, tu penses bien. Là, oui, en tout cas, moi je pense que les actions de chez Husky Chocolate, son sponsor, ont explosé. On n'a jamais eu autant de visibilité pour une marque de chocolat aux États-Unis. Bon, écoute, on va conclure la page dédiée à cette course de l'Indy 500. Petit message tout de même à un nom que tu connais bien, Michael Duforé, notre ami journaliste qui a vécu ses premières 500 miles sur place. Ça a dû lui faire extrêmement plaisir, donc un petit coucou à lui. Allez voir, il tient une chaîne qui s'appelle Le Paddock et il a surtout une émission qui s'appelle le Racing Café où avec d'autres acolytes un peu comme nous, il discute de l'actualité des sports auto et c'est des nuits qui terminent particulièrement tard, on va dire. Elle a pu en témoigner lors de certaines émissions. Voilà, c'est vrai. J'ai participé. Il s'est offert le voyage comme moi, je me l'étais offert en 2016 pour le centenaire, enfin la 100e édition. Et donc, effectivement, quand tu es sur place, oui, tu as quand même des étoiles dans les yeux à tout moment. Ça, c'est vrai, il a pu connaître ça, tant mieux pour lui. En tout cas, suivez le Racing Café ce week-end, il aura des choses à raconter. Allez, on enchaîne avec la troisième et dernière partie de ce podcast, un petit tour d'horizon de l'actualité des sports moteurs. C'est parti, drapeau à damier. Dans cette troisième section du podcast, on va évoquer brièvement les mésaventures du WTCR avec des pneus Goodyear qui ont détalé avec 2 courses annulées. On va commencer, si tu le veux bien, par tes news Supercars pour oui, tiens, la parole, allez, parce que ça va changer. On a roulé un petit peu. Oui, il y avait, alors pas ce week-end-là, mais celui d'avant, le meeting de Winton. Écoute, pour te la faire courte... Je parie qu'il y a un pilote qui a dominé, mais je suis pas certain. Alors, il y a un pilote qui a gagné 2 des 3 courses et qui donc gagne le meeting, mais ça n'est pas Shane Van Gisbergen qui a quand même gagné une course. Tu me rassures. Voilà, je te rassure. Donc, il a son standard minimum, qui est d'avoir au moins une pole et une victoire. 9e victoire de la saison en 15 courses, je te le rappelle. Mais non, celui qui a réussi à le devancer 2 fois et qui donc, pour quelques points, pour 6 points seulement, a marqué le plus grand nombre de points dans le meeting, c'est Cameron Waters. De l'équipe Tickford, donc pilote Ford emblématique, qui là se rappelle au bon souvenir de tout le monde et qui gagne 2 fois et qui se replace dans le top 5 bien au championnat, donc ça fait plaisir et puis ça change un petit peu, donc bravo à Cameron Waters. Van Gisbergen toujours aussi solide et les 2 DJR, donc l'équipe Dick Johnson, ex-Penske mais qui reste un peu fer de lance en opposition à Triple Eight Red Bull. Non, là ils se sont pris les pieds dans le tapis. Anton De Pasquale et Will Davison, au mieux ils ont fait 8-9, tu vois, et souvent même en dehors du top 10. Donc là, effectivement, Van Gisbergen s'échappe au championnat, ou en tout cas contrôle de plus en plus la situation. Donc on est un peu dans la phase intermédiaire du championnat, où les premières manches un peu excitantes, les dernières avec Bathurst et les ex-courses d'endurance, n'ont pas encore commencé. Là, on est effectivement dans l'hiver australien qui va commencer, puisque là-bas, voilà. Donc c'est les meetings un peu locaux. Il y a Winton, le prochain à la mi-juin, c'est Eden Valley à Darwin. Voilà, c'est moi ce que j'ai toujours appelé les meetings intermédiaires entre le début et la fin de saison. Évidemment, quand tu es picousé aux supercars, tu suis ça attentivement, mais c'est peut-être un peu une période un peu plus plate dans une saison de supercars. Mais en tout cas, Van Gisbergen, oui, plus que jamais favori du championnat. Voilà. On suivra ça puisque dans notre prochain épisode de Green White Checkered, on aura un résumé justement de cette manche de Winton et peut-être d'autres actualités. Merci. Tu veux enchaîner par quoi ? Si tu veux enchaîner par le WTCR. Oui, on va en parler brièvement. Parce que je pensais à Yvan Muller, évidemment, ex-pilote émérite du Supercars. Tu as vu la déclaration de ce week-end à Nürburgring. Yvan qui dit, voilà,
Je sais pas si je vais courir, je ne veux pas mourir. Alors C'est j'avoue quand même pas qu'effectivement, rien. quand j'ai vu ça, ouais, je me suis dit, ah oui, là, c'est sérieux, quoi. Donc effectivement, même si ça a été au dernier moment pour toi, on n'avait pas le choix, il fallait annuler. Alors. Voilà. Bon, le contexte est un peu particulier. Je vais remettre un petit peu les choses en place. Donc, en championnat du monde des voitures de tourisme, il y a un constructeur, un manufacturier de pneus unique qui est donc Goodyear depuis l'année dernière, qui équipe quasiment toutes les TCR qui roulent même pendant les 24 heures. Donc, c'est une marque qui a l'habitude de travailler avec ce type de voiture et surtout de travailler sur la Nordschleife. Le problème, c'est que depuis le début du week-end, on a eu des séances d'essais libres qui ont été marquées par des crevaisons lentes. Alors pas des grosses crevaisons, mais des crevaisons lentes, que ce soit du côté de chez Honda, du côté de chez Lynk & Co ou du côté de chez Hyundai. La seule équipe, le seul constructeur qui n'a pas été touché par ces problèmes, c'est Audi. Et donc le seul team qui représente Audi, comme To You, l'équipe belge, je le précise parce qu'ils ont quand même cette année une armada assez impressionnante avec Mehdi Benani qui est revenu, qui d'ailleurs signe la pole ce week-end-là, et qui met globalement les 4 Audi dans le top 5 sans trop d'efforts. Alors on sait qu'en championnat du monde de tourisme, il y a la fameuse balance of performance, la BOP, où on ajoute du poids en fonction des résultats des pilotes à toutes les 2-3 courses pour essayer de garder une certaine équité. Alors déjà c'est un championnat qui devait débuter à Most. Tu sais très bien que c'est plus possible de rouler dans les pays de l'Est et principalement en Russie, donc on a annulé cette manche qui a été remplacée par le Grand Prix de Pauville. C'était pendant le Grand Prix de Pau qu'on a eu droit à la première manche de la saison. Pau qui pour des WTCR particulièrement rapides n'est pas forcément le circuit le plus sécurisé du monde et ça ne répond pas pour moi aux standards de la FIA à ce niveau-là. En tout cas pour ce genre de voiture, on a eu d'énormes cartons. Lynk & Co a pulvérisé 3 voitures ce week-end-là. Et on enchaîne donc avec le Nürburgring où il y a ce problème de pneumatique et entre le samedi où Audi domine et prend donc bien les 40 kg de pénalité pour la pole, pour la course du samedi, les 2 courses du samedi, on se rend compte qu'en fait pendant la nuit 2 constructeurs ont envoyé à la FIA une lettre ouverte en disant écoutez, nous on roule pas, on veut pas rouler parce que on veut pas ni détruire les voitures et ni tuer nos pilotes. Accentué par la déclaration d'Ivan Muller, qui est légitime, parce qu'Ivan Muller, faut pas oublier que c'est 10 titres de trophée Andros, c'est des titres de champion du monde, et voilà, le tourisme il connaît, il fait ça depuis presque 30 ans, il faut le dire maintenant, désolé Yvan, mais ça fait 30 ans que tu roules en super tourisme. Et donc on a cette déclaration là, et donc on ferme les camions, on remballe les voitures, et on oublie complètement la manche du Nürburgring. C'est très délicat parce que d'un côté on a donc les constructeurs qui n'ont pas roulé et qui n'ont pas perdu de points, et de l'autre Audi qui n'a pas pu en marquer alors qu'ils étaient devant. Faut pas oublier qu'Audi revient de très très loin sur la Nordschleife, ils ont eu des gros problèmes de cardan à une époque, et depuis la nouvelle évolution de l'Audi RS3, ça marche beaucoup mieux. Et ils prennent les pénalités de poids, mais ils ne roulent pas pour marquer des points. Et donc on va se retrouver dans 15 jours ou dans 3 semaines à la prochaine manche avec une voiture qui sera beaucoup plus lourde mais qui n'aura pas eu le temps d'être performante face aux adversaires. Donc ça c'est un peu dérangé le patron de l'équipe Audi comme To You, donc le patron de l'équipe officielle Audi, Jean-Michel Barthes, qui a fait un petit communiqué, alors évidemment étant belge je les suis un peu plus sur Facebook, en expliquant que, alors est-ce que c'est vraiment pour la sécurité ou est-ce que c'est parce qu'on ne voulait pas qu'Audi gagne? La chose est dite à demi-mot, mais c'est quand même particulièrement grave comme déclaration puisque ça inclut que Eurosport et que Goodyear préféreraient peut-être abdiquer que de voir un constructeur gagner. C'est des accusations particulièrement lourdes. Maintenant, pour aller dans le sens de ce monsieur, c'est qu'en fait, pendant les 24 heures du Nürburgring, il y a une catégorie TCR qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, est montée en pneus Goodyear. Il y a peut-être eu 2 crevaisons sur les 24 heures, ce qui est sur un circuit comme la Nordschleife est une moyenne parfaitement honorable. Oui. Voilà, faites-en les conclusions que vous voulez. Moi, personnellement, je trouve qu'effectivement, quand il y a un risque comme ça, ok, on ne roule pas, d'accord, mais on n'applique pas les pénalités non, ça, je suis qui ont été acquises pour une équipe qui était performante ce week-end-là. Un peu, on en revient toujours au problème qui avait eu lieu à Indianapolis en 2005, c'est-à-dire que voilà, on pouvait changer le circuit. Alors, faut pas oublier qu'ils roulaient avec des pneus slick qui ont été rechappés et on a obligé les équipes à faire une 3e séance d'essai libre avec des pneus full slick. Certaines équipes ont refusé de monter ces pneus-là, dont les équipes que je ne citerai pas parce que voilà, qui ont soi-disant envoyé un mail pendant la nuit à la FIA. Donc c'est particulier parce que on peut pas se permettre de prendre des risques et c'est un peu une image négative supplémentaire pour le WTCR qui commence vraiment à être, en plus d'être inintéressant, inégal, fonctionne vraiment avec 2 vitesses. Alors, je ne défends absolument pas Audi, puisqu'ils ont eu des cas où Lynk & Co a été bâché dans le passé, et Honda et Hyundai. Chacun a mangé son pain noir depuis leur présence dans le championnat. Donc, pour moi, ce championnat, il a presque plus lieu d'exister. En fait, parce qu'il ne marche plus. Il ne marche plus, il n'intéresse pas le public. Il y a 12 voitures, il y a 17 voitures engagées officiellement cette année pour un championnat du monde FIA. C'est rien du tout. Et le TCR Europe, en face, fait une entrée à 35 voitures par week-end. Ils étaient à Portimao, il y avait un peloton de dingue, des bagarres, c'était génial. Avec la même réglementation, ce sont les mêmes voitures. C'est juste la bride qui n'est pas la même et les pneumatiques.
Alors, que faire? Est-ce que on ne sait même pas quelles seront les 4 prochaines manches qui vont avoir lieu? Parce qu'on ne sait même pas où on va rouler fin d'année. Est-ce qu'on va aller en Chine? Est-ce qu'on va aller en Finlande? On a parlé d'aller sur le circuit où roule le MotoGP aussi en Finlande, j'ai oublié le nom, le nouveau tracé. Donc on ne sait même pas où on va aller dans 3-6 mois. Donc pour une équipe qui doit faire sa logistique, qui a d'autres championnats en cours comme le TCR Europe, la Fun Cup et d'autres championnats de GT, il faut pouvoir parer quand même logistiquement et financièrement à tout ça. Donc peut-être qu'effectivement le WTCR est en train de mourir et c'est un peu parfois comme certaines choses, on préfère le voir mort que le voir souffrir. J'ai été dégoûté et plus les épisodes passent dans Green White Checker, plus je parle du WTCR comme une chose négative. Oui, c'est vrai. Et bah voilà, je pense que là, ça a été le coup de grâce vis-à-vis des supporters. Ouais. Et pour la petite histoire, c'est toujours Nestor Girolami qui est en tête avec les Honda Civic du All-Inkle Motorsport, avec Esteban Guerrieri. Et derrière, c'est vrai qu'à part pour vendre des voitures, il n'y a plus trop d'intérêt, à part chez Lynk & Co. Voilà, donc vraiment très déçu de cette image. Est-ce que pour vous, c'était la bonne décision? Vous pouvez réagir dans le chat ou en commentaire ce que vous avez pensé de cette annulation. Moi, je pense que c'était la bonne décision, mais que derrière, la FIA n'a pas assumé en annulant les pénalités de poids pour Audi. Voilà. D'accord. Et alors, dis donc, qui c'est qui a gagné les 24 heures de Nürburgring finalement? Alors, les 24 heures du Nürburgring, c'est une Audi. Tiens, quelle surprise, une Audi R8 qui s'est imposée avec les frères Van der Linde qui étaient à la bagarre pendant tout le meeting. Il y a une victoire belge tout de même. Alors, on a Dries Vanthoor qui a été malencontreusement la star du week-end, en tout cas qui aurait pu être l'ennemi public numéro 1. Donc j'ai entendu parler de ça. Pour l'Audi du Team Phoenix, numéro 5, avec donc Kelvin Van der Linde, Dries Vanthoor, Frédéric Verwijs qui gagne ses deuxièmes 24 heures. Il avait gagné en 2019, si je ne dis pas de bêtises, avec déjà l'Audi de Phoenix, et Robin Freins, le néerlandais, qui complétait l'équipe du numéro 15. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le début de soirée était marqué par un énormissime accident entre les deux frères, Lorenz et Dries Vanthoor. Vous avez sans doute vu les images sur YouTube et sur Twitter, avec l'Audi et la Porsche qui arrivent au bout de la ligne droite et qui se touchent tout simplement. Conséquence de cela, la Porsche vainqueur en titre de l'année dernière s'est vue pulvérisée dans le mur en allant taper dans un poste de commissaire. Heureusement, pas de blessés ni du côté des commissaires ni du côté de Lorenz Vanthoor. Par contre, un peu d'excès d'orgueil pour les deux frères. Alors, il y a eu énormément de négativité envers Dries Vanthoor en disant qu'il était fou, malade, et en fait c'est Lorenz qui a pris la défense de son frère, comme quoi, parce que tout le monde disait oui alors le prochain repas de famille chez les Vanthoor ça va être sympa, tu m'étonnes. En tout cas on a deux pilotes qui sont frères, qui sont pilotes dans deux usines différentes, chez deux constructeurs différents, et qui se retrouvent là au bout de la ligne droite à quasiment 280-290, côte à côte, ils commencent à se toucher, non moi je passe, et c'était pas très professionnel, mais ça s'est mal terminé. Et c'était chaud depuis quelques tours quand même entre les deux. On se battait pour la deuxième place à l'époque. Et du coup, la Porsche pulvérisée dans le mur. C'est quand même pas non plus un coup de volant d'attentat. Non, c'est comme à l'image d'un film, aucun des deux ne voulait lâcher. Voilà, il voulait absolument passer devant l'autre, c'est une bagarre. Et alors Lorenz l'a expliqué sur Twitter en disant moi ça fait depuis que je suis gamin qu'avec mon frère on se bat, on va être le plus fort, le meilleur, le plus rapide. Et là on n'a pas été professionnel, ni lui ni moi. On a tous les deux fait une bêtise, on l'a payé très cher, lui a abandonné, l'autre s'en sort bien parce qu'il gagne, mais bon, quand même c'était particulièrement violent. Heureusement ça se termine bien avec que des dégâts matériels, mais en tout cas il y a beaucoup de supporters autour de la Nordschleife qui ont été déçus puisque le team Grello, le team Monte était l'un des plus suivis sans doute de ces 24 heures. Donc voilà un petit peu pour le fait marquant de ces 24 heures. On a aussi une KTM Crossbow qui a pris feu et qui a traversé la piste en flammes, ça c'était particulièrement dangereux. Heureusement encore une fois sans souci pour le pilote ni pour les commissaires, mais bon, quand tu vois une voiture en feu qui traverse la piste, c'est quand même pas rien. Mais bon, c'est très particulier, c'est la Nordschleife, on sait que ça n'est pas régi par la FIA, parce que justement, la FIA ne veut pas se salir les mains avec cette course qui est beaucoup trop dangereuse et parfois un petit peu folle. Course folle aussi, où on a vu beaucoup de bagarres derrière avec Adam Christodoulou, qui s'est battu avec l'Audi, avec la Mercedes, avec Maro Engel, avec Christopher Haas sur l'Audi. On avait des voitures à 3-4 de front, ça nous a donné des bagarres superbes en début de soirée. Fiasco total pour BMW qui perd les voitures du team officiel et les voitures du team Rovet qui ont des soucis mécaniques et se sortent, donc c'est vraiment un petit fiasco. Et comme chaque année, moi, quand je fais le bilan de ces 24 heures, on en a déjà parlé dans Green White Checker, j'aime bien mentionner un petit équipage, le Girls Only, donc qui est une équipe 100% féminine avec que des pilotes, des ingénieurs, des mécaniciennes, et elles ont terminé cette année 33e du général, ce qui est particulièrement honorable sur une course où il y avait plus de 100-105 inscrits, et cette année elles roulaient avec une BMW M4 GT3. Donc chaque année M4 GT4 pardon. Chaque année les voitures augmentent, tu vois, elles avaient une petite Golf, une petite BM, maintenant voilà, on sent que l'équipe augmente un petit peu en professionnalisme et en contenu, donc félicitations mesdames pour votre résultat avec notamment
pas mal de stints et des beaux relais dans la catégorie. Voilà pour la petite histoire de cette équipe JT Girls Only. Voilà un petit peu donc des 24 heures qui étaient particulièrement disputées. Un beau vainqueur avec donc l'équipe Audi Phoenix qui s'impose et derrière une armada de Mercedes qui a tout tenté pour gagner. Mais entre la pluie, les sorties de piste et le trafic, ça a été une folie. Franchement, une très très belle édition et je pense qu'on peut en terminer là-dessus avec un petit mot de WRC peut-être puisque tu en as longuement parlé évidemment sur le site de l'Afterlap et sur ton podcast mais on va y revenir un petit peu avec le rallye du Portugal. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé notamment pour les deux Sébastien? On était tellement hypés par ce retour après Monte-Carlo. Non, mais c'est vrai que c'était le retour des deux Seb après leur festival de Monte-Carlo. Et je crois quand même que cette épreuve du Portugal a servi un peu de symbole, tout comme le Monte-Carlo avait aussi servi de symbole. Alors écoute, le symbole au Monte-Carlo, c'était que ces deux champions d'exception restent des légendes et seront des légendes à tout jamais. Effectivement, en mode retour ou pré-retraite pour l'un ou pour l'autre, ils reviennent, ils explosent tout le monde, ils se font un duel d'enfer jusqu'au bout, ça se joue à la Power Stage avec une crevaison pour Ogier. Et effectivement, on a le sentiment qu'on a les deux stars, les deux dieux absolus de ce sport. Maintenant, quand bien même nous avons été dithyrambiques, que ce soit dans l'Afterlap avec Guillaume Lafay, mon consultant WRC, ou dans le monde entier par rapport à leur talent, à eux deux, il est évident que la vie continue et qu'effectivement d'autres sont amenés à les remplacer et que d'autres mettront leur nom aussi dans le grand livre d'or du WRC. Bon. Et bien ce Portugal 2022, qui servait aussi de célébration officielle pour les 50 ans du WRC, donc il y avait un côté très officiel, a pour moi servi de symbole qu'effectivement, malgré des coups fabuleux qui pouvaient encore exister, ça allait évoluer et que non, les deux Seb n'allaient pas non plus gagner jusqu'à leur mort, si j'ose dire, dès qu'ils seraient au départ d'un rallye, quoi. Et donc là, comme un fait exprès, c'est-à-dire comme ils étaient associés au Monte-Carlo dans la même réussite, ils ont été associés dans le même échec au Portugal, avec une erreur indigne pratiquement de Sébastien Loeb au départ d'une spéciale où il se crache dès le premier virage. Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est une erreur de débutant, littéralement. Bon, ça arrive donc même à Sébastien Loeb. Et Sébastien Ogier, qui est victime des crevaisons. Là, c'est sûr qu'il y a quand même un débat qui existe concernant les pneus Pirelli en WRC. Ça, c'est sûr. Mais il subit 2 crevaisons. Il n'a pas de pneus de rechange, donc c'est une erreur. Oui. Et le lendemain, quand il revient, il se met en plus en dehors de la route. Bon. Donc, une sorte de spirale négative qui a été active pour les deux pilotes et qui, quelque part, n'est pas complètement... illogique oui, voilà, c'est ça, illogique. Leur projet futur, oui. C'est ça, entre un Loeb qui quand même fait des courses au coup par coup, qui était allé en DTM, qui a toujours l'extrême I, et un Sébastien Ogier dont on sait qu'il a aussi un peu changé de casquette et qui a de l'endurance, il y a Le Mans qui se prépare. C'est vrai que là, ça semblait quand même un peu énorme qu'ils reviennent et qu'ils remettent tout le monde à 1 minute derrière. C'était pas possible. Bon, donc voilà, premier symbole, on les adore, pour nous ce sont des dieux, mais ça peut pas être non plus à chaque fois eux qui gagnent. Voilà. Et deuxième symbole... Et le fait qu'ils aient échoué en même temps, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, c'est les deux triomphes et les deux chutes. C'est ça, fou. Exactement. Ouais. Et c'est donc pas aussi un symbole, parce qu'on a compris que j'avais placé cette épreuve sous le signe du symbole, que c'est Kalle Rovanperä qui gagne, que Kalle Rovanperä, là, il est en pleine bourre, 3e victoire consécutive. Là, je crois qu'on a compris quand même, normalement, quel est le futur champion du monde. Voilà. Et quelle est la future star pépite absolue du WRC. Parce que je rappelle qu'il a que 21 ou 22 ans. Il nous a fait une Ogier, c'est-à-dire qu'effectivement, il a balayé le premier jour, mais il a limité les dégâts, et ensuite, il a mis tout le monde d'accord, en gagnant en plus la Power Stage. Moi, à chaque fois, ça m'épate, ça, parce qu'il n'en a pas besoin, et puis, en plus, il va marquer le nombre total de points. Et ça marche, oui. Même Latvala, effectivement, a été dithyrambique en disant c'est du Ogier, il nous a fait du Ogier, c'est le successeur naturel, maintenant on l'a tous compris. Tu ne trouves pas que c'est la différence maintenant avec Rovanperä, c'est que justement quand il doit ouvrir la route, il est bon. C'est ça la grosse différence maintenant par rapport à il y a quelques mois, quelques années. Oui, c'est sûr, non, mais il est jeune, il ne peut que progresser, et effectivement, on le voit de plus en plus fort à chaque rallye. Alors, je ne te dis pas qu'il ne va pas éventuellement se mettre dans un fossé en Sardaigne, mais
Ok, maintenant on a compris, il y a quand même un pilote qui est devenu le patron un peu de son équipe. Alors même si on avait tous été contents qu'Elfyn Evans là, revienne un petit peu aux affaires et signe de beaux points, on en 15, avait 15 besoin pour le secondes de championnat. retard, c'est pas énorme quand Oui, même hein, non, c'est pas énorme, ça a été pour une Evans. très belle lutte. Belle Oui, course. oui. Et donc, mais bon, Rovanperä gagne, quoi. Et honnêtement, personne ne pariait sur Rovanperä. Bon, donc, on va maintenant suivre la trajectoire de Rovanperä, mais qui me semble être imbattable cette année, ou en tout cas qui devrait avoir toutes les armes à sa disposition pour être champion du monde à la fin de l'année. Et on va quand même suivre le feuilleton Loeb-Ogier parce qu'ils vont revenir, et donc pas plus tard qu'au Safari. Hein, les deux ont été confirmés. Donc c'est vrai que c'est amusant. Symboliquement, ils continuent en plus de revenir au même moment. Quoi, à chaque fois. Est-ce que tu penses justement que le Safari était prévu, ou est-ce que justement du fait de cette désillusion obtenue au Portugal, ils se sont dit on va plus vite revenir et du coup on va vite se remettre dedans? Ça doit être prévu Non, je crois depuis longtemps. qu'honnêtement, ouais, je crois que ça tombait bien dès l'intersaison. Oui. On avait tous vu que ça serait, ils étaient libres, que le symbole de ce rallye là aussi, retour en Afrique l'an dernier, ça a quand même été une réussite exceptionnelle. De Donc, mémoire, est-ce que Loeb a déjà gagné au Kenya? Je ne pense pas. oula, bah, je pense pas. Non, On non, n'était comme pas au ça, là, Kenya à l'époque, spontanément. donc Non, imagine, il non. pourrait rajouter un rallye Ouais, à bah son ouais, non, palmarès, mais, ce serait fou. Enfin, ouais, désolé, hein, ouais, ouais, on est un petit peu voilà. rêveur aujourd'hui avec vous, mais c'est vrai que moi, si Loeb rajoute un rallye dans son palmarès, ce serait beau que ce soit le Kenya, parce que le Safari, c'est Ouais, quand même un rallye mythique dans l'histoire du championnat ouais, du monde pour les tout à 50 ans. fait. Ce serait une belle Voilà, récompense. voilà. Voilà. Donc écoute, bah voilà, je crois qu'on est maintenant, on connaît la musique en WRC, le feu d'artifice un peu exceptionnel des Seb avec des hauts et des bas. Oui, ok, on a compris que ça marcherait pas à tous les coups et c'est sans doute normal et mieux. Et puis bah, un championnat régulier avec un Rovanperä qui est le patron, mais qui va forcément quand même devoir résister au parcours, aux Evans, aux Neuville, au Tanak, on l'espère pour eux en tout cas. Et donc on a évidemment une super saison, et donc on pourra voir ça la prochaine fois en débriefant au moins la Sardaigne. Un petit mot sur Ford et particulièrement Adrien Fourmeau qui reste Oui, particulièrement discret dans ses résultats ces derniers temps. ah oui, chez Ford, effectivement. Bon, bah, Loeb s'est planté. Breen, ils ont eu plein de soucis aussi. Adrien Fourmeau et Loubet, bon, finalement, Qui est le meilleur hein, qui des était... Ford. Oui. Ouais, c'est ça, voilà. C'est vrai que il nous faut un déclic là. Alors Loubet, à la rigueur, j'aurais tendance à dire qu'il l'a peut-être eu parce que le fait qu'il soit à l'arrivée, pas si mal placé que ça, avec quand même une certaine résistance aux aléas, ça c'est bien pour lui. Adrien, bah oui, ça continue d'être effectivement le yo-yo et pas le Pas le haut du breakthrough. yo-yo. Hein. Oui. Ouais, c'est ça, voilà. Alors qu'on sait que le potentiel est là, mais évidemment, Clairement. dans ce milieu, il faut pas traîner à le montrer, quoi. Voilà, donc oui, on va surveiller ça. Voilà. Écoute, en tout cas, on verra ce que ça va donner pour la suite. Donc rendez-vous d'abord en Sardaigne et puis le Kenya et si je dis pas de bêtises, ce sera l'Estonie qui doit suivre derrière. Oui, alors ça, je sais pas. Toujours est-il que nous, quand on se revoit, Maxime, à la mi-juin, Oui. on aura quand même un numéro exceptionnel, puisque donc il y aura eu un nouveau Grand Prix, l'Azerbaïdjan, ça c'est sûr. Le Mans, bien sûr, qui aura eu lieu. Un WRC qui aura eu lieu. Une IndyCar au moins qui aura eu lieu. Donc oui, il y aura de quoi encore bien discuter ensemble dans la semaine qui suivra les 24 heures. On fera sans doute un point également sur le BTCC pour ma part, puisque j'ai 3 manches ici à Thruxton qui sont passées. C'est Cook qui est en tête du championnat pour la petite histoire, mais ça a été des courses particulièrement sympathiques. Je pense, mon cher LFB, que l'on va pouvoir refermer ce 12e épisode. On a fait un beau tour d'horizon de tout ce qui s'est passé. On a pas mal de choses qui vont arriver avec évidemment les 24 heures du Mans. Je pense qu'on se concentrera sans doute un peu moins, sauf cas exceptionnel, sur ce qui se passera à Bakou et on prendra une plus large page sur les 24 heures avec pas mal de choses qui vont se faire. On a eu aujourd'hui les premiers teasings du prototype BMW LMDH qui ont été annoncés sur Twitter. On a vu l'arrivée d'autres constructeurs. Donc bref, on vous parlera de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos partenaires. On rappelle que vous pouvez retrouver l'Afterlap sur différentes plateformes, notamment Motor Racing TV, les portables Huawei et les télévisions connectées Samsung. Vous les avez ici en dessous. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, que ce soit pour LFB du côté du site de l'afterlab.com, sur sa chaîne YouTube où il fait des débriefings et parle parfois
d'histoire du sport automobile. Le garçon s'y connaît un peu, donc c'est plutôt sympa. Pour ma part, ici, on se retrouvera donc dans quelques jours avec des nouveautés au niveau jeux vidéo, toujours sur la chaîne de Max le Pilote. Et vous avez bien évidemment dans la description tous les détails les plus importants. N'hésitez pas à interagir avec nous également. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à bien évidemment nous taguer, nous interpeller dans les commentaires sur nos Twitter et nos pages Facebook respectives. On répond bien évidemment à tout le monde. Merci beaucoup LFB pour ton temps, ton analyse et ton expérience toujours aussi fine et agréable. J'espère qu'on a passé un bon moment en votre compagnie du côté des viewers et de ton côté, et on se donne rendez-vous dans deux grosses semaines, on va dire. Ouais, allez, on va dire 3, allez, voilà. Mais on sera là, bien sûr. Voilà, merci Maxime et merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Salut.